Deux chiffres s'entrechoquent, 5 milliards et un écart de 17%. Dans l'ombre, l'argent circule comme une force muette, tandis qu'une vigilance graduelle assemble des microsignaux, compare des flux et transforme une anomalie tolérable en interpellation sans fracas, en élargissant la fenêtre temporelle, en neutralisant les fluctuations normales et en rendant visibles des écarts qui cessent d'être normaux. Qu'est-ce que cela change pour vous si la résistance d'Ibrahim Traoré se lie surtout dans la continuité des procédures plutôt que dans une posture publique? Derrière la valise, les listes et les contacts, un seuil est déjà franchi et le pays mesure jusqu'où il peut encaisser sans rompre. Cette enquête avance avec une promesse claire, expliquer des mécanismes avant de raconter des récits. Elle s'appuie sur des faits disponibles, des comparaisons prudentes et une chronologie sans emphase afin d'éviter deux écueils fréquents: confondre un incident discret avec une rupture spectaculaire ou projeter des intentions là où seules des procédures sont observables. Le bénéfice pour le lecteur est immédiat. Comprendre comment des micro-écarts deviennent des points de décision, comment des flux comparés révèlent des tensions latentes et comment une vigilance institutionnelle se distingue d'une réaction improvisée. Les enjeux sont réels. D'un côté, la pression extérieure cherche des failles exploitables dans un environnement déjà fragile. De l'autre, un État tente de maintenir une cohérence stratégique durable sans surinterpréter des signaux isolés. Le risque assumé est méthodologique: rester au plus près des deltas mesurables, et accepter l'incertitude et refuser les raccourcis explicatifs. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas un slogan, mais un repère analytique pour observer comment un système protège ses seuils sensibles. La question centrale demeure ouverte. Que révèle cette méthode sur la capacité réelle d'un pays à absorber la pression sans rompre? La bascule tient à un chiffre précis: un écart de 17% détecté lors d'une vérification de routine des flux internes. Pris isolément, il pourrait relever d'une fluctuation conjoncturelle. Replacé dans une série plus longue, il modifie la lecture. L'analyse quitte le registre de l'anomalie ponctuelle pour tester l'hypothèse d'un schéma récurrent, sans alarme spectaculaire, mais avec une exigence accrue de comparaison. Ce déplacement éclaire le contexte entourant Ibrahim Traoré. Les éléments disponibles décrivent un environnement déjà sous tension, où chaque variation chiffrée change de signification selon la fenêtre temporelle retenue. L'écart de 17% agit comme un révélateur méthodologique. Il force l'élargissement des périodes observées, la neutralisation des effets saisonniers et la distinction entre fluctuations normales et dérives persistantes. À ce stade, rien ne prouve une intention. En revanche, la posture analytique évolue. Le cadre institutionnel burkinabé repose, selon les sources, sur une surveillance graduelle plutôt que sur des réactions brusques. Les flux sont observés, classés, puis replacés dans des tableaux comparatifs afin d'identifier des tendances non découpables. Dans ce contexte, un individu étranger circulant entre sites civils et militaires, sans justification administrative claire, apparaît d'abord comme une curiosité. Pris seul, son comportement n'alerte pas. Mis en regard des variations détectées, il devient un point d'attention. L'élément révélateur n'est donc pas l'existence d'une tentative de corruption, mais la convergence de signaux faibles: documents évoquant des transferts, numéros étrangers récurrents, déplacements atypiques. Aucun élément ne suffit isolément. Leur assemblage dessine cependant une architecture de pression suffisamment cohérente pour justifier l'élargissement de l'enquête interne. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension fonctionnelle, non comme une cible, mais comme un repère stratégique autour duquel des tentatives cherchent à tester les seuils du système.
La question posée en ouverture trouve alors un premier éclairage. Ce qui est éprouvé, ce n'est pas un homme, mais la capacité d'un dispositif à relier des écarts techniques à une lecture stratégique plus large. Le rôle du petit groupe d'officiers chargés du suivi devient central pour comprendre les premières inflexions de l'affaire. Leur fonction n'est ni politique ni interprétative. Elle est méthodique, observer, consigner, rapprocher. Ils occupent une position intermédiaire, souvent invisible, entre des données brutes et une lecture structurée de la situation. Ce point d'appui humain permet de suivre comment une vigilance discrète peut produire des effets concrets sans exposition publique. Leur travail commence par des gestes simples et répétitifs. Les déplacements sont notés, les contacts recensés, les horaires comparés. Les outils mobilisés restent classiques et autorisés. Consignation des trajets, vérification croisée, collecte matérielle limitée. À ce stade, rien ne justifie une action visible. Pourtant, l'accumulation crée un premier effet mesurable. Des observations dispersées deviennent des éléments discutables au sein de la chaîne hiérarchique. Les faits cessent d'être anecdotiques. Ils deviennent exploitables. Un second effet apparaît dans la coordination interne. Les unités concernées harmonisent leur lecture afin d'éviter des interprétations divergentes. Les écarts détectés dans les flux sont replacés dans une chronologie plus longue et les comportements atypiques sont comparés à des situations antérieures. Cette mise en perspective réduit le risque de surinterprétation tout en renforçant la cohérence analytique. Enfin, un impact plus discret se fait sentir. Le temps devient un outil. Plutôt que de précipiter une interpellation, les officiers adoptent une posture d'attente active. Cette approche élargit le champ d'analyse sans exposer le dispositif. À ce stade, la référence à Ibrahim Traoré reste en arrière-plan, non comme un acteur visible, mais comme un repère stratégique autour duquel l'attention se structure. Avant l'activation, la situation paraît presque ordinaire. Un visiteur étranger circule entre des sites civils et militaires sans justification administrative clairement établie, mais sans infraction visible non plus. Les allers-retours sont consignés, les contacts notés, puis classés parmi d'autres observations similaires. Dans cette phase initiale, rien n'impose une lecture alarmiste. L'événement reste enregistré comme une anomalie faible et tolérable tant qu'elle ne s'inscrit pas dans une répétition mesurable. Le système fonctionne en régime normal, attentif mais sans tension apparente. L'activation survient lorsque les éléments commencent à se répondre. Des déplacements observés coïncident avec des références à des transferts mentionnés dans des documents collectés par ailleurs. Des numéros étrangers apparaissent de façon récurrente. Les horaires se superposent. Pris séparément, chaque signal demeure insuffisant. Ensemble, ils produisent une cohérence qui modifie la posture analytique. Les unités cessent de considérer l'incident comme un fait isolé et l'inscrivent dans une logique cumulative. Le seuil n'est ni public ni spectaculaire, mais il est décisif. L'observation devient enquête. La montée en intensité est progressive. Les officiers chargés du suivi adoptent une posture d'attente active. Ils laissent pas que les interactions se dérouler afin de tester la constance des comportements et d'identifier d'éventuels relais. Il ne s'agit pas de piéger, mais de comprendre. Chaque interaction ajoute une couche d'information, chaque répétition renforce ou affaiblit les hypolectures de travail. Dans les documents, la référence à Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de pression possible, non comme une cible immédiate, mais comme un repère stratégique autour duquel certaines tentatives semblent vouloir s'organiser. Le moment culminant se prépare sans précipitation. À l'approche de la rencontre du 8 novembre, l'objectif devient clair.
recueillir suffisamment d'éléments matériels pour autoriser une interpellation sans confrontation. La décision ne relève pas de l'urgence. Elle résulte d'une accumulation de validations internes, de vérifications croisées et d'une lecture partagée des risques. Lorsque l'interpellation a lieu, elle se déroule sans incident. Il n'y a ni fuite ni résistance. Les supports sont saisis. Une valise, des enregistrements, des listes de contacts. Le moment clé n'est pas l'arrestation elle-même, mais le passage d'un suivi comportemental à une exploitation documentaire systématique. Les retombées commencent aussitôt. Les services compétents analysent les supports, croisent les données et identifient des connexions avec plusieurs pays voisins ainsi qu'avec certaines structures européennes. Aucun élément ne permet de conclure définitivement. En revanche, le périmètre de l'affaire s'élargit. Ce qui n'était qu'une séquence discrète devient un mécanisme nécessitant une lecture à moyen terme. L'incident ne se referme pas, il se transforme. Dans cette succession d'étapes, la dynamique est claire. Activation par convergence de signaux, montée par accumulation contrôlée, retombée par reconfiguration analytique. Ce déroulé éclaire la manière dont une vigilance institutionnelle peut neutraliser une tentative sans la dramatiser. Il replace aussi la résistance associée à Ibrahim Traoré dans une logique de continuité procédurale plutôt que d'affrontement visible. Le passage à une lecture quantitative marque un tournant méthodologique décisif. L'analyse ne cherche plus seulement à décrire des comportements observés, mais à mesurer des variations par rapport à une ligne de référence considérée comme stable. Le principe est simple. Partir d'un régime normal documenté, puis observer comment chaque écart, même limité, modifie l'équilibre général. Cette approche permet d'éviter deux pièges fréquents: surestimer un chiffre isolé ou ignorer une dérive cohérente sous prétexte qu'elle reste modeste. Le premier indicateur mobilisé concerne l'écart de 17% dans les flux internes. Pris seul, ce chiffre pourrait correspondre à une fluctuation conjoncturelle. Replacé dans une série temporelle élargie, il rompt toutefois la continuité attendue. Les équipes comparent des périodes équivalentes, neutralisent les effets saisonniers et testent la persistance du delta. Ce chiffre ne désigne aucune cause. Il agit comme un déclencheur analytique justifiant un changement de posture. L'événement ne peut plus être traité comme un simple bruit statistique. Un deuxième indicateur apporte un éclairage structurel, une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Cette progression ne signale pas une rupture soudaine, mais un recalibrage fonctionnel. Elle correspond à des extensions logistiques, à des formations supplémentaires et à une consolidation des outils de surveillance. L'intérêt de ce chiffre réside dans son effet indirect. Un dispositif mieux doté détecte plus tôt, documente plus finement et relie plus efficacement des signaux dispersés. Le lien n'est pas causal mais contextuel, et il explique pourquoi l'observation prolongée reste possible. Le troisième indicateur complète l'ensemble: une baisse de 45% des aides conditionnées extérieures depuis la fin de 2023. Ce delta inverse modifie l'environnement de contrainte. La contraction des apports dépendants de mécanismes externes réduit certaines marges de manœuvre financières. Elle renforce aussi l'importance des circuits internes et de leur cohérence. Dans cette configuration, la résilience institutionnelle repose davantage sur la robustesse des procédures que sur des soutiens exogènes. Ce chiffre n'explique pas une tentative précise, mais il éclaire une vulnérabilité potentielle. Lorsque les ressources extérieures se réduisent, les pressions cherchent plus facilement à exploiter des failles locales. Pris ensemble, ces trois deltas ne racontent pas l'affaire.
ils en désambiquent le terrain. L'écart de 17% agit comme un signal d'alerte méthodologique. La hausse de 28% explique la capacité de réponse prolongée. La baisse de 45% contextualise les tensions de fond. Aucun de ces chiffres ne prouve une intention ni ne désigne un responsable. Leur combinaison, en revanche, justifie une lecture prudente mais élargie, fondée sur des comparaisons vérifiables. C'est dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle ne renvoie pas à une action chiffrable, mais à une position dans le système. Les pressions évoquées dans les documents apparaissent à un moment où plusieurs deltas structurels redéfinissent les équilibres. La résistance observée ne se manifeste pas par un geste isolé, mais par la capacité d'un dispositif à absorber des variations mesurables sans rompre sa cohérence. L'apport principal de la preuve quantitative est donc méthodologique. Les chiffres ne concluent pas, ils balisent, ils indiquent tout regarder, quand élargir l'analyse et pourquoi certaines anomalies méritent d'être suivies dans la durée. Sur cette base limitée mais structurante, le raisonnement peut progresser sans basculer dans l'interprétation. Deux lectures techniques, toutes deux cohérentes dans leur logique interne, structurent l'interprétation des effets observés. La première met en avant une dépendance structurelle. Selon cette approche, des systèmes soumis à des contraintes logistiques et financières ont historiquement besoin d'appuis extérieurs pour stabiliser leur chaîne critique. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides conditionnées est lue comme un facteur de tension. Elle peut fragiliser la continuité de certains services, allonger les délais d'accès à des équipements spécialisés et accroître la sensibilité aux perturbations. L'argument est robuste lorsque les apports se contractent, les coûts indirects augmentent et les marges d'erreur se réduisent. La seconde lecture privilégie l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La hausse mesurée des capacités de sécurité est alors interprétée comme un indicateur d'absorption. Cette approche ne suppose pas d'intention politique, elle constate une transformation des circuits internes. Les organisations gagnent en flexibilité lorsqu'elles internalisent des ajustements, même au prix de réorganisations temporaires. Dans cette logique, la vigilance accrue et la capacité à relier des signaux faibles deviennent des effets attendus d'un dispositif en reconfiguration. Ces deux lectures ne s'annulent pas. Elles traitent les mêmes données avec des priorités différentes. La dépendance structurelle insiste sur les risques indirects et les délais cumulés. L'autonomie institutionnelle met en avant la plasticité organisationnelle et la redistribution interne. Les chiffres disponibles soutiennent partiellement les deux lectures. La hausse des moyens explique une capacité d'observation prolongée. La baisse des aides contextualise des contraintes persistantes. L'écart initial agit comme un déclencheur commun, obligeant à regarder au-delà d'un incident isolé. La mise à l'épreuve des données conduit à une conclusion prudente. Aucune lecture ne peut être invalidée sur la base des éléments disponibles. En revanche, leur confrontation éclaire le terrain réel de l'affaire, un environnement où ajustements internes et contraintes externes interagissent. Dans cet espace, la référence à Ibrahim Traoré sert de repère analytique, non pour trancher, mais pour observer comment des pressions cherchent des points d'appui lorsque les équilibres évoluent. Le véritable point d'inflexion apparaît lorsque l'analyse bascule du suivi comportemental vers l'exploitation systématique des supports saisis. À partir de ce moment, les déplacements cessent d'être la source principale d'information. Les correspondances, les listes de contacts et les corrélations de flux redessinent les hypolectures de travail et élargissent immédiatement le périmètre de vérification.
Cette transition modifie profondément la lecture du dossier. Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes n'apportent pas de preuves définitives. En revanche, ils imposent une extension méthodique de l'analyse. L'incident ne peut plus être contenu dans une logique individuelle. Il devient un cas d'école sur la manière dont des réseaux potentiels testent la perméabilité d'un système sans se rendre immédiatement visible. C'est dans ce changement de focale que la position d'Ibrahim Traoré s'éclaire autrement. Elle n'apparaît plus comme un élément périphérique, mais comme un repère fonctionnel autour duquel les pressions cherchent à s'organiser. La résistance évoquée dans les documents ne prend pas la forme d'un affrontement direct. Elle se manifeste par la continuité des procédures, la rigueur analytique et le refus de conclure avant consolidation. Une nouvelle dette de curiosité s'ouvre. Alors, si l'enjeu n'est plus l'acteur observé, mais la structure révélée, quelles conséquences concrètes ce déplacement entraîne-t-il pour les autres acteurs concernés? Les effets du changement de focale ne restent pas confinés au périmètre de l'enquête. Ils se diffusent progressivement à travers plusieurs catégories d'acteurs, chacune exposée différemment aux ajustements méthodologiques induits. L'intérêt de cette lecture tient à sa transversalité. Il ne s'agit pas d'une décision politique visible, mais d'une adaptation systémique à une pression devenue plus lisible. Pour les administrations publiques, la première conséquence est procédurale. Les contrôles, auparavant périodiques, tendent à devenir continus. Les flux sont suivis plus finement, les seuils d'alerte réévalués et les chaînes de validation allongées afin de réduire les angles morts. Cette vigilance accrue améliore la détection des anomalies, mais elle génère aussi des frictions temporaires. Les délais de traitement augmentent, la charge analytique s'alourdit et la coordination interservice devient plus exigeante. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point de sensibilité récurrent, rappelant que certaines positions concentrent davantage les tentatives de pression lorsque les équilibres institutionnels évoluent. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'impact est indirect mais tangible. Les procédures renforcées modifient la fluidité des échanges et la prévisibilité des délais. Les partenaires réévaluent leur dépendance logistique, anticipant d'éventuels effets en cascade. Les coûts indirects peuvent augmenter lorsque des exigences de conformité supplémentaires deviennent nécessaires. Sans rupture visible, l'environnement devient plus sélectif. Les structures les mieux organisées absorbent ces contraintes. Les autres doivent s'adapter rapidement pour préserver la continuité de leurs opérations. Pour les populations dans leurs usages quotidiens, les effets sont plus diffus. Ils se manifestent par des ajustements progressifs, contrôles plus fréquents, variations ponctuelles de services ou décalages liés à des délais logistiques. Ces changements restent souvent discrets, mais ils influencent la perception de stabilité et la confiance dans les routines. Les citoyens ne perçoivent pas l'enquête elle-même, mais les ajustements qu'elle entraîne dans la gestion ordinaire. Pour les territoires et régions concernés, enfin, l'impact est spatial. Les infrastructures locales absorbent les effets des procédures renforcées, qu'il s'agisse de surveillance, de circulation de l'information ou de coordination entre unités. Certains flux régionaux connaissent des ralentissements temporaires lorsque des validations supplémentaires de sont exigées. La stabilité dépend alors de la capacité des centres décisionnels à contenir une perturbation initialement localisée. Pris ensemble, ces effets montrent que l'incident agit moins comme un choc que comme un révélateur. Il met en lumière la manière dont un système redistribue ses priorités face à une pression structurée. La mention d'Ibrahim Traoré renvoie ici à une fonction analytique, comprendre pourquoi certains ajustements techniques produisent des répercussions concrètes à plusieurs niveaux simultanément.
À partir des mécanismes observés, trois trajectoires prospectives peuvent être structurées sans anticiper d'orientation politique. Ils jacquent d'outils de préparation, non de prédiction, en s'appuyant sur la stabilité des flux, la capacité de coordination et l'absorption des deltas déjà identifiés. L'intérêt de ces cadres tient à leur caractère conditionnel. Ils indiquent ce qui pourrait se produire si certains paramètres se maintiennent ou évoluent. Dans une trajectoire de continuité, le plus proche de la trajectoire actuelle, la vigilance reste élevée et les procédures consolidées s'installent dans la durée. Les écarts détectés, dont celui de 17%, continuent d'être suivis par des tableaux comparatifs élargis. Les anomalies persistent, mais sans rupture. Les ajustements internes absorbent la pression au prix de délais et de coûts organisationnels maîtrisés. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré conserve une valeur de repère analytique, signalant des points de sensibilité sans entraîner de reconfiguration majeure du dispositif. Une trajectoire plus favorable repose sur un gain d'efficacité progressive. Les retours d'expérience issus de l'exploitation documentaire améliorent la détection précoce et réduisent les angles morts. Les mécanismes de prévention deviennent plus réactifs, limitant la propagation des perturbations. Les acteurs économiques stabilisent à des délices leur chaîne logistique, ce qui allège les frictions indirectes. La cohérence procédurale se renforce et les pressions extérieures peinent à identifier des points d'appui durables. Le système gagne en lisibilité sans accroître excessivement sa rigidité. Une trajectoire sous tension apparaît si les fluctuations persistent et s'intensifient. Les pressions extérieures se diversifient, tandis que les ajustements internes prennent plus de temps à produire leurs effets. Les délais s'allongent, les coûts de conformité augmentent et certaines régions ressentent davantage les effets secondaires. La continuité reste possible, mais au prix d'une charge méthodologique accrue. Les points de sensibilité, associés notamment à des figures comme Ibrahim Traoré, exigent alors une attention soutenue pour éviter des effets cumulatifs. Pour prolonger la réflexion, une recommandation de lecture s'impose. Considérer ces scénarios comme des cadres si, alors. Si la coordination se consolide, la résilience progresse. Si les deltas s'accumulent sans correction, la pression augmente. L'enjeu n'est pas de choisir un avenir, mais d'identifier les leviers qui rendent chaque trajectoire plus ou moins probable. Les ajustements décrits ne produisent pas les mêmes effets pour tous. Leur impact se lie à travers des profils d'acteurs et d'usagers qui absorbent différemment les transformations méthodologiques, souvent sans les relier explicitement à l'incident initial. Cette lecture par groupe permet de comprendre comment une évolution institutionnelle, même technique, se diffuse dans la société. Pour les jeunes actifs et les personnes en début de parcours, l'enjeu principal est l'adaptation. Les procédures renforcées modifient les rythmes de décision, la circulation de l'information et parfois l'accès à certaines opportunités professionnelles. Les compétences attendues évoluent vers davantage de rigueur documentaire, de coordination et de polyvalence. Ces ajustements restent du discret, mais ils influencent les trajectoires individuelles. Comprendre ces changements réduit l'incertitude et facilite l'anticipation des nouvelles normes de fonctionnement. Pour les ménages et communautés locales, l'impact est plus diffus. Il se manifeste par la stabilité ou l'instabilité des conditions de vie quotidiennes, des délais administratifs légèrement allongés, des variations ponctuelles de prix liées à des ajustements logistiques ou une présence institutionnelle plus visible peuvent modifier les routines sans provoquer de rupture. La confiance repose alors sur la continuité des services essentiels
et sur la capacité du dispositif à absorber la pression sans perturber l'accès aux biens courants. Du côté des acteurs mobiles, de la diaspora et des partenaires externes, la priorité concerne la fluidité des échanges, les exigences de conformité et les variations dans les flux d'informations influencent la manière de maintenir des opérations stables à distance. Ces acteurs doivent lire finement les nouvelles règles et synchroniser des pratiques parfois hétérogènes. Dans cet ensemble, la référence à Ibrahim Traoré reste indirecte. Elle rappelle que certaines figures structurent l'attention extérieure, ce qui se répercute sur l'environnement opérationnel de tous. Pris ensemble, ces profils dessinent un paysage composite où chacun perçoit les effets à son échelle, souvent sans lien visible avec les mécanismes de fond. À ce stade, les éléments disponibles permettent de dégager une feuille de route méthodique centrée sur des actions reproductibles plutôt que sur des intentions supposées. L'objectif n'est pas de répondre à un événement précis, mais de stabiliser un système soumis à des pressions multiples. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage analytique. Elle rappelle que certaines positions concentrent l'attention extérieure et exigent une cohérence renforcée des dispositifs internes. La première étape consiste à consolider la surveillance. Les unités techniques intègrent l'ensemble des flux observés dans des tableaux unifiés. Des seuils d'alerte sont définis à partir des deltas identifiés afin de distinguer rapidement une fluctuation normale d'une dérive persistante. L'efficacité se mesure par la réduction du temps de détection et par la stabilité des séries comparatives dans la durée. La deuxième étape vise l'optimisation des ressources critiques. Les équipes SEGIGA cartographient les capacités internes, identifient les dépendances sensibles et établissent qu'un des protocoles de continuité. L'enjeu n'est pas l'abondance, mais la lisibilité opérationnelle. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle, la redondance fonctionnelle et la capacité à absorber un choc sans interruption visible. Vient ensuite l'harmonisation de la communication interne. Les procédures sont clarifiées, les responsabilités précisées et les formations ciblées. Cette étape réduit les erreurs d'interprétation et aligne les lectures entre unités. Son efficacité se juge à la cohérence des décisions prises face à des signaux identiques. Une quatrième étape repose sur des coopérations techniques ciblées, sans multiplier les partenariats. Les structures concernées mutualisent certains outils et planifient des exercices conjoints. Enfin, l'évaluation périodique clôt le cycle. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de référence initiales et intègrent les corrections dans une logique d'amélioration continue. Lorsque l'on revient au motif discret qui traversait les premières séquences, celui d'un petit groupe d'officiers observant, notant, attendant, l'ensemble du récit prend une autre tonalité. Rien de spectaculaire. Pas de geste héroïque, seulement une accumulation patiente. Chaque déplacement consigné, chaque flux comparé, chaque seuil réévalué a contribué à transformer une suspicion mineure en apprentissage durable. Le fil conducteur n'est pas l'interpellation, ni même la tentative avortée, mais la manière dont un système apprend en marchant. Dans cette continuité, la référence à Ibrahim Traoré cesse d'être un point de tension isolé. Elle devient un symbole fonctionnel. Elle rappelle que certaines figures cristallisent les pressions extérieures, non parce qu'elles provoquent, mais parce qu'elles structurent un équilibre que d'autres cherchent à infléchir. La résistance observée ne se lie pas dans un acte unique, elle s'inscrit dans la constance des procédures, la discipline analytique et le refus de rompre sous l'effet de signaux dispersés. L'enseignement central tient en peu de mots. La solidité d'un dispositif se construit rarement dans le choc visible.
Elle se forge dans la cohérence silencieuse des micro-décisions, celles qui, mises bout à bout, transforment une vigilance ordinaire en capacité durable. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de refermer une affaire, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagé. Les éléments présentés, chiffres limités, procédures décrites, enchaînement prudent, ne forment ni un verdict ni une accusation. Ils dessinent un cadre d'analyse. Ce cadre montre comment des systèmes réagissent lorsqu'ils sont soumis à des pressions discrètes, continues, parfois invisibles, et comment la compréhension progresse par comparaison patiente plutôt que par révélation soudaine. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher, mais de situer. Situer un événement dans une chronologie. Situer un chiffre par rapport à sa ligne de base. Situer une figure, comme Ibrahim Traoré, non dans un récit personnalisé, mais dans une architecture plus large où certaines positions deviennent des points de pression récurrents. Cette mise en perspective permet de dépasser la réaction immédiate et d'interroger les mécanismes ergonomiques sous-jacents. La valeur de ce type d'analyse tient aussi à l'échange qu'elle peut susciter. Confronter des lectures, discuter des seuils, comparer des méthodes plutôt que des intentions. Alors, à votre échelle, quel aspect de cette dynamique vous semble le plus déterminant à explorer davantage et pourquoi?